Bonjour chers élèves de première, je vous retrouve pour cette autre série de vidéos sur le chapitre 2 du thème 3. Par contre, effectivement, comme vous le savez, c'est théoriquement la dernière semaine où on se retrouve comme ça en distanciel, puisque en théorie on est censé reprendre un peu le présentiel. Après, pour l'instant, on a très peu d'idées sur comment ça va se passer. De toute façon, il est bien évident la plupart d'entre vous, je ne les verrai pas ou très très peu. Donc je vais essayer de poursuivre sur cette progression vidéo, histoire d'être utile pour la majorité d'entre vous, et vous proposer quelque chose de pertinent et d'utile pour le programme d'histoire de terminale. Ce chapitre 2, ça va concerner le rapport entre la métropole et les colonies. Cette métropole républicaine qui va construire un empire colonial. Et ça va faire partie des contradictions qui seront un peu la base de notre problématique. C'est que cette République française, elle va construire un empire, ce qui est un petit peu étrange, puisque à l'origine, cette République française était quand même justement élevée pour détruire un empire par un coup d'État pour le remplacer. Ce qui veut dire qu'on a une certaine contradiction, même dans les termes eux-mêmes, puisqu'on a cette espèce d'empire républicain qui ne correspond pas forcément à la définition, aux principes de liberté tels qu'ils sont fondés dans la métropole. Et ça va être un énorme problème, et il est probable que la colonisation n'aurait pas cette espèce de tâche où les aspects négatifs dominent très très largement les aspects positifs, si jamais elle avait appliqué les mêmes principes en métropole que dans les colonies. C'est ça qui va poser problème dès le début. Alors tout d'abord, cette colonisation, c'est un héritage. La République, elle trouve déjà un empire quand elle s'établit. Alors je vous rappelle finalement la définition de colonisation. Donc c'est des territoires d'outre-mer conquis et placés sous la domination directe d'un pays étranger, de la métropole. Alors par contre, en France, c'est vrai que ce qui est particulier, c'est qu'on aura très très peu de colonies de ce qu'on appelle le peuplement. La seule colonie de peuplement réel, c'est l'Algérie, où il y aura plus de 10% de la population qui vient de métropole. La plupart des autres territoires, les métropolitains, les métros comme on les appelle, vont être extrêmement minoritaires. Ça vient notamment du fait que on est dans des pays où la démographie est moins forte qu'ailleurs, on en a déjà parlé, la France a une démographie un peu moins forte à cette époque-là, ce qui fait qu'il n'y a pas d'excédent de population envoyé. Ça ne va pas être la même chose que par exemple l'Angleterre, qui va envoyer vraiment une bonne partie de ses populations peupler l'Australie, le Canada, ou l'exporter vers un pays qui avait déjà fait son indépendance à l'époque, les États-Unis. Et c'est ça qui va pas mal modifier la donne. Alors cet empire, comme je vous le disais, il existe déjà, il est préexistant avec la République. Il y a tout ce qui est venu avec la conquête de l'Amérique, notamment la Guadeloupe et la Martinique, qui sont considérés comme les possessions les plus anciennes, les plus puissantes, les plus importantes de la France pendant assez longtemps, à cause notamment des plantations de canne à sucre, qui sont vitales pour les économies françaises. Pendant quasiment toute la guerre entre la France et l'Angleterre, la priorité, ça a surtout été de sauver finalement la Guadeloupe et la Martinique. On avait aussi Haïti, mais Haïti a pris son indépendance après la Révolution française et est devenue la première colonie à déclarer son indépendance, la première colonie peuplée majoritairement par des Noirs. Effectivement, on avait les États-Unis qui avaient fait leur indépendance en 1776. Parallèlement, on a d'autres colonies qui se sont établies notamment sur les côtes, la Guyane, le Sénégal, la Guinée française, le Congo français, les Comores, la Réunion. Par contre, à l'époque de la royauté et de l'Empire, on a deux gros morceaux qui se sont ajoutés. À l'époque de la royauté et de la restauration au 19e siècle, en 1830, on a eu un peu avant 1830, on a eu l'expédition d'Algérie qui a conquis toute la partie habitée de l'Algérie, puisque le Sahara n'est pas encore vraiment contrôlé, mais ça n'intéresse pas grand monde. Et aussi la Cochinchine. La Cochinchine, ça va être une conquête du second empire français, l'empire de Napoléon III. On a aussi quelques comptoirs en Inde, Chandernagore, Pondichéry, qui restent des possessions françaises. Et effectivement, en plus, oui, j'ai oublié la Nouvelle-Calédonie qui elle aussi était relativement ancienne, qui date de l'ère des explorations. Et par contre, cet empire-là, évidemment, il est déjà relativement important. La République doit le gérer, on ne peut pas l'abandonner comme ça. Il y a trop d'intérêts économiques, trop d'intérêts financiers. Par contre, toute cette vague de colonisation qui va atteindre son essor entre 1870 et 1914, puisque c'est l'âge d'or de la colonisation, elle va naître d'un contexte international.
C'est que déjà, on a une compétition entre tous les pays européens concernant la colonisation. Là, vous avez un gâteau qui représente la Chine. Vous voyez d'ailleurs les Chinois qui sont derrière, effrayés et en position de faiblesse, qui essayent de s'y opposer, mais personne ne les écoute. Et ce gâteau, il est donc partagé entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Russie, le Japon, avec la France qui essaie de regarder par-dessus l'épaule de la Russie et de s'intégrer là-dedans. C'est qu'effectivement, on a une époque où les nations occidentales ont acquis une sorte d'avance technologique, économique et commerciale et militaire assez impressionnante qui font qu'il n'y a aucun autre continent, à l'exception peut-être du Japon, qui est capable de leur résister. On a un écart technologique qu'on n'a jamais eu dans l'histoire et qu'on ne trouvera jamais par la suite. Là, quelque part, tout ce qui se passe en ce moment, avec la mondialisation, on assiste au contraire à un rattrapage peu à peu des pays non occidentaux par rapport à l'Occident. Mais à l'époque du 19e siècle, avec la révolution industrielle, on a un écart énorme, ce qui se traduit par la chute parfois de grandes civilisations, comme la Chine, qui justement à l'époque connaît son âge noir finalement, le moment où la Chine devient une puissance totalement secondaire et soumise à des puissances étrangères. Tous les pays, on veut qu'ils s'ouvrent. C'est notamment le cas par exemple du Japon. Là, vous avez un Japon qui pendant des siècles s'était isolé et qui est forcé à l'ouverture par les navires du Commodore Perry, donc des navires américains. Alors ça se traduit notamment par l'exportation de biens industriels. C'est vrai que ce que veulent les Européens, évidemment, c'est pas forcément dit et affirmé, c'est d'avoir des débouchés commerciaux. C'est quand même l'idée de base, notamment des Britanniques, par exemple, c'est d'avoir donc des débouchés commerciaux pour leurs produits et acquérir des matières premières via les colonies sans vraiment les payer. Et ça va être le biais, c'est que finalement, cette colonisation, elle est avant tout la conséquence du capitalisme et de l'industrialisation. Et évidemment, le prétexte moral, ça va être qu'on essaye de développer des pays barbares en leur donnant des technologies occidentales. En plus, il y a une sorte d'effet d'emballement. C'est pas pour rien que je vous montrais cette image avec le gâteau. C'est qu'on se retrouve avec toutes des puissances européennes qui sont toutes concurrentes et qui se disent que de toute façon, si jamais elles ne se lancent pas dans l'expédition coloniale, quelqu'un d'autre le fera à leur place. Bon, ceux qui ont fait les spécialités histoire géo, politique, vous savez déjà que par exemple, l'Afrique, on a une vraie course pour la possession des colonies à cette époque-là, avec un tracé des frontières qui sera totalement artificiel, qui va naître de ça. Et il y a aussi une autre raison, qui est une raison, donc, comme je vous le disais, il y a une raison morale, c'est l'idée que les Européens, les Occidentaux en règle générale, doivent donner de la culture, de la science à tous ces peuples barbares, c'est qu'évidemment il y a énormément de mépris. On a une époque où les théories de Darwin sont un peu arrivées à tous les publics, et que il y en a beaucoup d'Européens qui pensent, qui justifient leur domination par un véritable racisme. Le racisme est une idée qui est totalement monnaie courante pour la plupart des contemporains. Il est évident qu'il y a des races supérieures auxquelles on fait évidemment partie, hein, forcément. On sait qu'on se sent rarement race inférieure. Hein. Généralement, on a toujours tendance à essayer de se croire supérieur et qu'effectivement, quelque part, c'est un peu le droit des Européens de conquérir ces peuples-là de sauvages pour leur apporter la culture, pour leur donner une autorité qui leur manque pour se développer vraiment. Là, vous avez une image qui est extrêmement choquante pour nous, c'est l'idée du jardin zoologique d'acclimatation qui présente les Ashanti, qui sont une peuplade africaine, comme des animaux, comme finalement la petite promenade du dimanche faite pour les Parisiens, les habitants des métropoles, pour venir voir comment vivent les sauvages et les comparer éventuellement avec les autres animaux du parc. C'est vrai que ça nous semble tout à fait choquant. Pour la France, elle est encore plus, puisqu'effectivement, on est théoriquement le pays des droits de l'homme. Et comme je vous le disais, ce qui va poser problème très très vite, c'est que ces droits de l'homme, ils vont être très applicables en France. Ça, on l'avait vu, hein, il y a un vrai développement des libertés en métropole, mais ils vont être quasiment inexistants dans les colonies, avec
notamment la fameuse phrase tout homme né libre et égaux en droit. Là, à l'époque, on aurait pu ajouter tout homme né libre et égaux en droit, sauf si jamais il est né noir, asiatique ou africain dans les colonies, quoi. Et ça va poser un gros problème. Donc notre idée, ça devait être de voir donc, pourquoi et comment une république construit-elle un empire. On le fera en deux temps. Dans la première partie, on verra l'expansion coloniale, finalement, comment cette expansion des colonies qui est extrêmement importante va se faire entre 1870 et 1914. Ça permettra aussi de voir les rapports entre la France et les autres nations, et aussi quels sont les débats que ça suscite en France, puisqu'on est dans un pays démocratique, la colonisation ne sera pas toujours vue du même œil par tous les partis. Et enfin, un grand 2 sur colons et colonisés. On verra les rapports à l'intérieur des colonies entre les colons et les colonisés et l'image que peuvent renvoyer les colonisés en métropole. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Merci.